Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti, et il y aura moins de la moitié des effectifs prévus, donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible, vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. Alors, il y a aussi la situation humanitaire, il y a aussi la situation des enfants. J'ai pris quelques chiffres. Selon l'UNICEF, un enfant par minute est déplacé par la violence des gangs depuis cette année. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté. On parle même de viols collectifs d'enfants de moins de 5 ans. C'est vrai tout ça? La situation humanitaire est tragique. 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes ont besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH, n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, c'est la situation humanitaire. Là, on parle de viol collectif. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viol sur les femmes. Alors vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul un tiers de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur les conflits qui occupent l'espace. Ukraine. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza, et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclaré en famine. Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La moitié de la population. La moitié de la population. Il y a des tensions avec votre voisin, la République dominicaine. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là, le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Abinader. Elle vous a surprise? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les
les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas, nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État. Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiels haïtiens ont même parlé d'épuration ethnique. Vous iriez jusque-là? C'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de 2 firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter, nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela. Je veux en revenir à la transition. Vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition. Il y a un conseil présidentiel de transition. Et la promesse qui a été faite, c'est de tenir des élections d'ici le 7 février 2026. Étant donné la situation sécuritaire, humanitaire, financière, est-ce que ce n'est pas mission impossible? Honnêtement. Ces missions est possible si nous n'avons pas l'accompagnement que nous sollicitons. Mais vous n'avez pas. Nous l'aurons si nous réussissons en décembre. Et si nous réussissons en décembre, qu'est-ce que vous voulez dire? L'adoption de la résolution nous permettant d'avoir la force de maintien de la paix. Nous savons aujourd'hui que pour aller aux urnes, il nous faut absolument pouvoir garantir la sécurité des personnes qui auront à voter sur tout le territoire national. Et pour cela, bien entendu, le mécanisme idéal serait de pouvoir déployer une force suffisamment large, pouvant accompagner nos policiers qui aujourd'hui, dans ma ville natale par exemple, sont 15 policiers pour 100 000 personnes, 100 000 habitants. Il est impossible pour nous d'envisager un climat suffisamment sécuritaire avec 15 policiers. Il nous faut un renforcement urgent. Ce que je peux vous dire, M. Perelman, c'est que l'engagement de ce gouvernement est entier pour la réalisation des élections. Il nous faut absolument remettre Haïti sur les rails d'une démocratie fonctionnelle. Et si nous nous cachons derrière le prétexte sécuritaire, c'est un peu l'œuf et la poule, nous ne s'en sortirons pas. Et donc, nous prenons les engagements et je continuerai jusqu'au dernier jour le plaidoyer nécessaire, comme le Premier ministre, comme les autres ministres du gouvernement et comme le Conseil présidentiel de transition, ce plaidoyer pour qu'on ait l'accompagnement à temps et à la hauteur afin de nous permettre de tenir cet engagement que nous avons pris auprès du peuple haïtien et qui est le seul à nous accorder la légitimité nécessaire pour gouverner ce pays le temps de la transition. Mais si jamais vous vous rendez compte que le Conseil de sécurité ne passe pas cette résolution et tout ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire, écoutez, la transition durera un peu plus longtemps afin que les élections se passent bien? Il est prématuré de s'aventurer, c'est justement le danger d'une transition, c'est de penser qu'elle peut s'éterniser. Aujourd'hui, on l'a vu ailleurs. On l'a vu ailleurs, on l'a même vu un peu en Haïti avant. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ait appris les leçons du passé et que notre engagement et notre détermination, elle reste absolument ciblée sur la passation pacifique du pouvoir le 7 février 2026 à des autorités démocratiquement élues. Et moi, je peux vous dire, j'ai hâte. Merci beaucoup, Dominique Dupuy, d'avoir répondu aux questions de France 24.